Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle édition des Chroniques Mention pour l'entrepreneur. Tous les vendredis matins à 10h30, en direct sur YouTube, on vient vous présenter des chroniques qui nous paraissent intéressantes et importantes pour les entrepreneurs. Et nous allons commencer avec Christelle. Christelle vient nous présenter une, euh, une chronique sur un sujet. Christelle, raconte-nous, c'est quoi l'appel à froid? Du coup, je m'intéresse à un sujet qui pique beaucoup les entrepreneurs que j'accompagne, c'est la prospection et en particulier les appels à froid ou cold calling. L'appel à froid, c'est le fait d'appeler des prospects sans qu'ils ne nous connaissent. Donc, ils n'ont pas forcément lu des articles, vu des vidéos ou des choses sur nous. Et donc, on les appelle à froid, donc ils ne nous connaissent pas, ils s'attendent pas à recevoir notre appel et eh ben, on débarque dans leur vie. Tu peux mettre la diapo suivante. Quand vous pensez appel à froid, vous pensez forcément à cet appel très désagréable de certaines marques de téléphonie où on vous dit bonjour, madame Intel, je suis machin avec un nom souvent à consonance anglophone de telle compagnie et je vous appelle pour vous présenter notre nouvelle offre de forfait téléphonique. Forfait téléphonique dont vous n'avez pas besoin, dont vous n'en avez rien à faire, etc. Pourquoi? Tu peux mettre la diapo suivante. Euh, c'est désagréable, vous le savez, et du coup vous vous dites, quand je vais moi faire cet appel à froid, bah, ça va être aussi désagréable. Donc pourquoi est-ce que cet appel ne convient pas? Euh, D'abord parce que la probabilité que pour la personne que vous appelez soit disponible pour vous écouter est faible. La probabilité pour qu'elle ait envie de vous écouter est faible. Et la probabilité pour qu'elle ait besoin de ce que vous lui proposez est aussi faible. Et en plus, il y a des chances pour qu'elle ait été appelée par X-Closer et 43 centres de formation avant vous. Tu peux mettre la diapo suivante. Pourquoi faire de la prospection et en particulier du cold calling? C'est que, en fait, de toute façon, quand on a une stratégie de marketing pour avoir de nouveaux clients, on a soit une stratégie inbound où on va aller attirer des clients vers notre marque via du SEO, donc des articles avec ou un site internet avec des mots-clés bien référencés, du SEA, de la publicité sur les moteurs de recherche, la présence sur les réseaux sociaux et une visibilité offline via des salons, des événements, de la publicité dans le métro, etc. Et ça oblige à avoir une bonne connaissance de sa clientèle. Parce que sinon, on a les mauvais messages, on adresse les mauvais messages dans tous ces éléments. Et puis, on peut aussi se poser la question de quand on veut avoir un nouveau segment, quand on veut s'attaquer à un nouveau segment de clientèle, bah, comment on acquiert la connaissance de ces nouveaux clients. On peut très bien utiliser des études de marché, faire des hypothèses, faire des extensions sur les clients qu'on a actuellement, étudier la concurrence pour voir comment la concurrence s'adresse à ce segment de clientèle. Mais il n'y a rien de mieux en fait que d'aller au contact direct de ses clients. Et donc du coup, le cold calling, en plus d'avoir la possibilité de vendre ses produits directement à sa clientèle potentielle, si on veut ouvrir des nouveaux segments, ça permet aussi de prendre connaissance de qui sont les personnes qui composent ce nouveau segment, quels sont leurs besoins, leur façon de communiquer, etc. Tu peux mettre la diapositive. L'intérêt des appels à froid, donc comme je vous disais, c'est d'abord aller vers des clients qui nous intéressent plutôt que de laisser venir des clients qui correspondraient au segment qu'on a choisi en amont de notre communication ou notre marketing inbound. On va pouvoir aller s'adresser directement aux personnes qui nous intéressent. Je pense en particulier à des personnes qui commenceraient leur activité ou des secteurs où il y a beaucoup d'acteurs, mais qu'on a envie d'avoir un acteur en particulier comme client, bah, le fait de prendre son téléphone et de l'appeler pour lui demander s'il veut utiliser notre solution, c'est quand même le plus simple pour acquérir le client qui nous intéresse. On a la possibilité aussi de s'adresser directement à des clients qui ont des intentions d'achat et qui donc
même si a priori c'est un appel à froid, on a quand même un prospect qui est potentiellement tiède, c'est-à-dire qu'il n'est pas chaud parce qu'il ne connaît pas et il n'a pas l'intention d'acheter notre solution, mais il a l'intention d'acheter quelque chose pour répondre à un problème auquel notre solution répond. On a la possibilité, comme je vous disais précédemment, de récolter des informations sur le besoin de nos clients, de préciser ce besoin, avoir un feedback immédiat, donc à la fois un feedback immédiat sur notre solution, mais aussi sur notre façon de procéder dans notre prospection. On peut demander, bah, est-ce que vous avez déjà vu une publicité de notre solution? Bon, bah, si la cible qui correspond parfaitement à notre persona ou à notre segment de clientèle n'a jamais vu ou n'a jamais entendu parler de notre produit, on sait qu'il y a un problème dans notre marketing inbound et on peut en discuter directement. Euh, on peut obtenir rapidement le nom du ou de la décisionnaire ainsi que son numéro. Ça peut arriver que quand on appelle une entreprise, bah, tout simplement on dise bonjour, voilà, je vends telle solution, est-ce que bah, qui est le décisionnaire pour l'achat de ce type de produit et que des personnes très spontanément nous répondent. Alors que quand on envoie des emails, on va faire des hypothèses. Si les informations ne sont pas disponibles en ligne, on va envoyer des emails un peu au hasard à la boîte mail contact à une personne qu'on a identifiée ou une personne qu'on connaît et qui ne sera pas forcément la personne décisionnaire et le mail finira peut-être dans le vide et on n'aura pas atteint notre cible. Alors que là, on a la possibilité de demander et d'obtenir la réponse rapidement. Et puis, un cold calling, ça peut, alors c'est pas l'objectif principal, c'est pas toujours l'objectif principal, mais permettre de vendre directement une solution, surtout quand la solution est simple et que c'est pas un produit qui est difficile à acheter. Et c'est aussi pour ça que les sociétés de téléphonie mobile bah, se permettent d'appeler régulièrement les clients pour essayer de leur vendre des choses. C'est qu'en réalité, on est susceptible d'acheter quand ça tombe au bon moment. Tu peux mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, l'essentiel dans l'appel à froid, c'est de le préparer. Ça peut paraître difficile, mais en réalité, bien préparer un appel à froid peut réussir pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc, la première chose à faire, c'est de définir son ICP, donc son segment de clientèle. Ensuite, créer une base de données avec des données de contact sur les personnes que l'on va appeler, donc basiquement le numéro de téléphone, mais aussi bah, d'autres informations, on verra dans le détail par la suite. Créer un framework d'appel. Alors moi, je préfère pas utiliser le script. C'est vrai que le script d'appel, c'est un truc qui est très utilisé, par exemple dans les call centers. Mais eux, en fait, ils ont la possibilité d'utiliser des scripts d'appel parce qu'ils ont un nombre d'appels sortants qui est énorme. Et donc, du coup, ils ont la capacité de créer des scripts avec beaucoup de data, ce qui n'est pas forcément votre cas si vous êtes une entreprise où l'équipe commerciale est limitée. Et deuxième chose, comme ils ciblent pas forcément leur clientèle, ils vont jouer sur le nombre, pareil, en termes d'appels sortants. Bah, c'est que si on augmente le nombre d'appels, on augmente comment dire, la probabilité de tomber sur une personne qui est disposée à acheter le produit et donc la probabilité de la vente. Mais toutes les sociétés n'ont pas forcément les moyens d'appeler massivement avec un script qui a été travaillé au millimètre près pour vendre des produits. Donc le mieux, c'est d'avoir ce que j'ai appelé basiquement un framework d'appel qui où vous allez déterminer les éléments que vous allez faire rentrer dans votre appel sans que ce soit un script qui va avoir plutôt un aspect rigide et peu rebuter la personne que vous appelez. Donc, entre autres, vous allez avoir les premières phrases en tête, l'objectif de votre appel, les objections courantes, etc. Et ce que je conseille très fortement, c'est qu'après les séquences d'appels, analyser ces appels. Donc, analyser ces appels, vous pouvez commencer par les enregistrer. Vous pouvez utiliser des outils d'IA qui vont analyser bah, ce qui aura été dit, la réaction de l'interlocuteur, etc. Et fixer des KPI par rapport à ce que vous allez faire. Donc ça peut très bien être bah, comme KPI bah, le nombre de noms qu'on a reçus et puis on chiffre en fonction des améliorations qu'on apporte si le nombre de noms diminue ou pas. Et donc, faire des micro-améliorations pour les séquences d'appels qu'on va faire. Et pas essayer forcément d'améliorer appel par appel, mais plutôt par séquence d'appels. Tu peux mettre la diapo suivante.
Préparer son appel à froid, donc comme je disais, il faut définir son ICP. J'ai fait une chronique sur le sujet, donc sur la segmentation client et sur le persona, donc je vous invite à le revoir. On n'appelle pas un client sans aucune idée de quel pourrait être son besoin, quelle est la taille de son entreprise. Il faut avoir un minimum d'informations. Sur le client qu'on appelle. Et si on a vraiment très très peu d'informations, l'objectif de l'appel, ça va être comment dire, de mieux définir son client idéal et ses besoins. Voilà, parce qu'on ne peut pas vendre sans connaître le besoin de la personne en face de nous. Tu peux mettre la diapo suivante. Donc, préparer son appel à froid, comme je disais, c'est préparer une bonne base de données. Vous allez avoir des outils qui vont vous permettre de préparer des bases de données. Le plus simple, c'est de scraper des données dans Google. C'est-à-dire que vous faites une recherche Google type je ne sais pas si vos clients sont des thérapeutes, vous tapez thérapeute Paris, et puis vous avez dans Google My Business tous les numéros de téléphone de thérapeutes à Paris, et vous utilisez un outil, éventuellement, donc par exemple Instant Data Scraper, pour aller récupérer les numéros de téléphone. Et vous pouvez enrichir ensuite les données que vous avez scrapées via d'autres outils comme Faro ou Société Info. Donc quand je dis enrichir, ça va vous donner le nom du dirigeant, la date de création, éventuellement la taille de l'entreprise, son chiffre d'affaires s'il y a des informations du genre, ou même d'autres personnes dans l'organigramme de l'entreprise. Avec les éléments que vous aurez scrappés, quand je dis préparer sa base de données, ça veut dire aussi essayer de noter, de donner un score aux différentes personnes que vous allez appeler en fonction des éléments, des informations que vous aurez et prioriser les prospects, c'est-à-dire se dire, bon, bah, j'ai peut-être des prospects où en fait c'est plus essentiel pour moi de les appeler. Et donc du coup, vous pouvez, en fonction de votre état d'esprit, les mettre en premier. Voilà, je suis dans ma session de calling, mon état d'esprit est encore très positif. Je vais d'abord appeler les prospects que je veux convaincre le plus. Ou si on n'est pas très sûr et par exemple c'est notre première séance de call calling, bah, justement on va appeler ceux pour qui c'est moins important de rater cet appel. Parce qu'on va se dire, bon, bah, on va avoir un nom, mais ça nous permettra juste de nous entraîner et d'améliorer pour arriver à un stade où on se sentira plus à l'aise et on pourra appeler les clients pour lesquels c'est plus important pour nous. Ça c'est une question de stratégie, libre à vous de choisir quelle stratégie vous voulez. Euh, il est très conseillé de classer cette base de données dans un CRM. Donc, soit on fait une base de données basique dans un tableur Excel, un Notion ou un Airtable, ou on utilise des vrais outils de CRM. Il y a des outils de CRM qui sont destinés à gérer ces appels à froid. Ou ces mailings à froid. Vous pouvez utiliser les mêmes outils vu que les séquences d'appels vont être à peu près similaires. Donc, vous pouvez utiliser un outil comme Breakcold ou Folk. Folk qui marche très très bien avec LinkedIn. Enfin, ces deux outils, Folk et Breakcold. Donc, quand on fait du B2B, ça fonctionne plutôt bien d'utiliser ces deux outils-là. Et recenser, ce que je conseille, dans sa base de données par entreprise, si c'est un fait marquant, pour en faire un icebreaker. Alors, effectivement, si on appelle les thérapeutes, ça va peut-être être un peu difficile de trouver un fait marquant du secteur des thérapeutes, quoique, par exemple, lorsqu'il y a eu la sortie des thérapeutes type bien-être de la plateforme Doctolib, ça a été un très très bel événement, donc fait marquant pour contacter ces thérapeutes et leur proposer d'autres plateformes qui autorisaient des médecines douces, bien-être, etc. Donc, avoir en tête un fait marquant, ça peut servir comme icebreaker. Tu peux mettre la diapo suivante. Voilà une sorte. Alors, j'ai créé une sorte de framework à la fois d'appel et qui permet de compléter une base de données. Donc, quand on a ce framework d'appel, on se dit, bon, bah, quel est mon objectif? Je vous en ai mis trois en exemple. Obtenir un rendez-vous, qualifier mon prospect. Donc, qualifier son prospect, ça voudrait dire dans ce cadre, bah, quel est son budget, bon, si on n'a pas une idée précise du budget, quel est son chiffre d'affaires, est-ce que la taille de l'entreprise correspond au segment d'entreprise que j'ai choisi, etc. Et obtenir le contact de la personne la plus adaptée
pour ou servir d'ambassadeur dans l'entreprise ou décisionnaire dans l'entreprise. Deuxième chose, l'icebreaker dont je vous ai parlé, quand on n'a pas de fait marquant, on peut très bien utiliser tout simplement un comment allez-vous. On n'y pense pas toujours, mais commencer la conversation de façon assez informelle, euh, bah, ça peut servir à briser la glace avec la personne qu'on a au téléphone. On peut également demander si on a bien affaire à la personne qu'on appelle. Ça paraît bête, mais ça oblige la personne en face de nous à déjà nous apporter une réponse oui, quand c'est la bonne personne. En plus, on sait qu'on est au bon endroit, donc on met déjà notre interlocuteur dans une disposition un peu plus positive. Dans les objections courantes, je vous en ai mis quelques-unes. L'objection numéro un, c'est je n'ai pas le temps. Et je vous ai mis des réponses qu'on voit souvent proposées par les personnes qui ont l'habitude de faire du cold call. Sur YouTube, vous avez énormément de ressources et en particulier des gens qui se filment en train de faire des cold calls. N'hésitez pas à les regarder. Ça permet de se rassurer sur comment est-ce que je vais répondre aux objections les plus courantes. Et ensuite, ce que je vous conseille de faire, c'est de lister les objections qui sont directement liées à votre produit, donc que vous connaissez en amont de cette séquence de cold calling ou que vous découvrez pendant les séances de cold calling, les lister dans un tableau et lister des réponses qui sont adaptées. Euh, donc là, je vous en ai mis donc trois exemples. Je suis pas la bonne personne, j'ai pas le temps, ce n'est pas notre priorité, etc. Dernière chose, c'est ce dont je vous parlais tout à l'heure aussi, c'est les critères de priorisation. Je vous ai mis quelques exemples, donc les données de l'entreprise, l'intention d'achat. Ça, c'est vraiment hyper intéressant comme données parce que ça va vous aider à appeler des gens qui potentiellement sont intéressés par votre solution. Donc, les levées de fonds, c'est souvent un bon indicateur d'intention d'achat puisque la société va avoir du cash à dépenser. Un changement de branding, ça peut donner l'impression que cette entreprise change de direction et que probablement elle va avoir des nouveaux besoins, des annonces publiques. Euh, je sais pas, une entreprise qui va dire que du coup, du jour au lendemain, elle va essayer de s'orienter vers la RSE. Et bien, si vous êtes un spécialiste ou un consultant, ça peut être le moment de les appeler pour voir si effectivement ils ont bien géré leur RSE ou c'est juste un effet d'annonce et que derrière, ils sont pas encore prêts et que du coup, votre action pourrait les aider. Les participations à des webinaires, ça c'est très utile quand on a en particulier des solopreneurs ou des freelances ou des dirigeants de petites entreprises qui vont participer à des webinaires ou des formations pour essayer de grappiller quelques connaissances. Par exemple, si vous êtes un spécialiste du cold calling et que vous voyez qu'il y a une annonce pour un webinaire, un cold calling, et qu'il y a une liste de personnes, vous prenez la liste de personnes et vous les appelez un à un. Ils ont un besoin et ils seront plus sensibles à ce que vous leur présenterez. Et quelque chose qui est aussi également très intéressant, c'est d'avoir un point d'entrée qualifié. C'est-à-dire une personne que vous avez rencontrée ou dont vous avez vu le nom passer. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup faire, c'est de regarder des personnes qui sont intervenants dans des petites conférences sur des sujets très pointus. Et je les appelle parce que j'ai pu recueillir au cours de leur intervention des informations sur eux. Tu peux passer à la diapo suivante. Alors vous allez me dire, dans tout ça, en réalité, j'ai pas parlé du vrai sujet de l'appel à froid. C'est le fait d'appeler des gens qui n'ont pas envie d'être dérangés. C'est le vrai sujet de l'appel à froid. En réalité, s'il n'y avait pas ce sujet, on ferait des appels à froid tout le temps. On n'aurait pas besoin de présentation sur le cold calling pour apprendre à le faire. La vraie difficulté de l'appel à froid, c'est de se dire, je vais appeler des gens, je vais les déranger et je vais me prendre plein de noms dans la tête. Euh, euh, et je vais peut-être énerver potentiellement des personnes qui, finalement, avec qui j'aimerais signer des contrats. Euh, alors oui, vous allez déranger des gens. Il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Vous arrivez à un moment, enfin vous ne savez pas à quel moment vous arrivez dans la vie de la personne en face de vous. Au mieux, vous êtes sûr d'avoir un numéro de professionnel et de l'appeler pendant qu'il est à son poste. Au pire, vous en savez rien. Vous savez même pas si c'est bien son numéro de professionnel. En particulier quand on scrape des datas sur Google, parfois les gens, par erreur, mettent leur numéro perso et vous les dérangez alors qu'ils sont en famille. Ça peut arriver. Le but du jeu, c'est de garder un état d'esprit positif et de vous demander dans quel état d'esprit j'aurais aimé recevoir un appel
et d'essayer de trop transmettre cet état d'esprit à travers la voix. Je te laisse mettre la diapo suivante, s'il te plaît. Donc, on garde en tête que l'après la froid, c'est une démarche marketing qui nécessite de la résilience, c'est-à-dire qu'après avoir pris son nom, on respire et on passe à l'appel d'après, voire même pendant qu'on est dans l'appel, on essaye de rester positif vis-à-vis du nom qu'on vient de recevoir et de terminer de façon positive l'appel au cas où on a besoin de rappeler à un autre moment. Il faut de la pratique. On ne devient pas bon en cold calling les premiers appels. Moi, j'ai fait de la prospection quand j'étais plus jeune, où j'appelais à l'étranger dans un anglais approximatif des distributeurs sur des sujets que je maîtrisais absolument pas. Je me suis pris un nombre incalculable de noms, mais au bout d'un moment, je me suis améliorée, juste par la pratique et de la méthode. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas à l'époque. De la méthode, ça aide à s'améliorer. Cette présentation vous donne quelques techniques. Si vous m'écrivez sur LinkedIn, j'essaierai de vous donner des ressources que j'ai en stock. Tu peux mettre la diapo suivante. Je vous donne quand même quelques hacks pour vous sauver lorsque vous allez commencer d'un point de vue état d'esprit. Donc, essayez de voir le nom comme une métrique à améliorer. Ça détache un petit peu du côté émotionnel du fait de se prendre beaucoup de noms. On note le nombre de noms et on se dit, OK, demain, bah, j'ai une séquence de 15 appels, j'ai eu 15 noms, demain, j'essaie d'avoir un oui. On le fait dans un état d'esprit positif, ça veut dire aussi, par exemple, c'est pas juste se dire je suis positif, ça peut juste être sourire spontanément. Le fait de sourire, ça s'entend au téléphone, ça met un état d'esprit positif dans la conversation et ça peut améliorer le déroulé de l'appel. Faites-le debout. Il y a des études qui parlent des power poses. Alors là, je vous en ai mis une avec le bras en l'air. Il y a celle avec les poings sur les hanches, etc., qui augmenterait sa confiance en soi et son estime de soi. Mais déjà, le faire debout, ça met dans une disposition différente et ça permet de passer à un appel plus efficace. Faites-le en équipe, c'est bête, mais si on a deux, trois personnes autour de nous qui soit font la même chose en même temps ou juste on alterne et on soutient pendant les appels, ça permet de garder de l'énergie et de le faire de façon positive également. Visualisez votre première phrase. Ça, c'est vraiment un truc que j'ai appris lorsque je faisais de la prospection. C'est de se dire, je sais pas ce que je vais faire, je sais pas ce que je vais faire. En fait, non, je sais ce que je vais dire. Mes premiers mots, c'est que ça va être. En général, ce qu'on fait, c'est bonjour. On se présente, on donne le nom de la société et éventuellement, on demande à qui on a affaire ou on dit directement madame ou monsieur machin. Voilà. Mais visualisez bien votre première phrase, c'est ce qui vous aidera à démarrer votre appel de façon naturelle. Et il y a un dernier petit trick de neurosciences, c'est le 5, 4, 3, 2, 1. Donc une fois que tout est prêt, vous avez vos tableurs, vous avez votre téléphone, vous avez entré le numéro de téléphone de votre interlocuteur, pardon. C'est votre premier appel, vous êtes un peu stressé et tendu, vous ne savez pas à quel moment vous allez le passer. Ben, vous pouvez essayer cette méthode. On fait le compte à rebours et au zéro, on appuie sur téléphoner ou le bouton vert de son téléphone. Voilà. C'était une courte présentation sur comment mener des cold calling. Je vous conseille vraiment de regarder les ressources sur YouTube et surtout les gens qui se filment en train de le faire, ça désacralise la démarche. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. C'est excellent. Euh, effectivement, c'est souvent un sujet qui rebute les entrepreneurs. Et le principal point, finalement, c'est la peur du rejet. C'est ce que Dan Pink décrit en étant le buoyancy, la flottabilité, le fait de rester toujours sur l'océan malgré les vagues de rejet qu'on subit. Je sais pas si tu connais bien ça, il dit il faut se répéter les trois P. It's not permanent, it's not pervasive, it's not personal. Ouais. Donc, c'est pas toi en tant que personne qu'on rejette. C'est pas permanent, c'est-à-dire que peut-être que demain, la même personne sera contente de nous avoir au téléphone. Ouais. Et c'est pas pervasif, ça veut dire que c'est pas parce qu'il a dit non que tous les autres vont dire non. Et il recommande de se le répéter avant de commencer l'appel
et après l'appel. Parce qu'effectivement, ça fait jamais du bien. Tous les rejets, on les prend pour soi. On le, c'est pas agréable pour le cerveau d'avoir des. Non, du tout. Mais vraiment, je trouve que quand on le met dans un état d'esprit positif, même quand on termine l'appel avec les gens comme si on avait juste eu une discussion simple, ça fait redescendre la pression du non. Évidemment. Ce qui est intéressant, hein, c'est que c'est une bonne méthode pour trouver des clients en réalité. C'est une méthode qu'on a tendance à ne pas utiliser parce qu'elle est douloureuse, ou en tout cas on imagine qu'elle est douloureuse, hein, jusqu'à ce qu'on on devienne bon à le faire. Mais en réalité, il y a plein de gens qui sont ravis qu'on les appelle. Euh, Si on a une proposition de valeur qui en elle-même est intéressante, et si on tombe à un bon moment, et si on a une personne qui a ce problème-là à ce moment-là. Et euh, j'avoue que dans un monde où on parle plus que d'inbound, de CRM qui se remplissent automatiquement avec des leads, et où on demande aux commerciaux d'appeler des gens comme ça parce que ils ont cliqué ou participé à un webinaire ou ils ont vu telle ou telle publicité sur un réseau social, et que ça a été attrapé, installé dans le système d'information, et que on dit aux commerciaux, bah, allez, appelez-le, il est chaud, un prospect chaud. Et en fait, on s'aperçoit que c'est pas vraiment vrai, et que c'est de l'abattage, et qu'on dépense beaucoup de ressources. Ce que j'aime bien dans ta présentation, c'est que tu dis en gros, faites un petit échantillon et appelez les gens gentiment, avec le sourire, professionnellement, de pro à pro en fait. Et parlez de ce que vous faites, questionnez, voyez si ça les intéresse, si éventuellement ils peuvent passer l'information à quelqu'un d'autre. Euh, c'est particulièrement vrai d'entrepreneur à entrepreneur, je trouve. Il y a une forme de sympathie quand un entrepreneur appelle un autre entrepreneur pour lui parler. Euh, et, euh, et tu as raison dans ta chronique de montrer ça. Euh, une fois passé la douleur initiale, une fois passé la courbe d'expérience, regardons les petits YouTube. C'est fabuleux, hein, les gars qui font des appels et qui se filment en train de faire des appels à froid. Euh, euh, Ça montre que c'est possible de décrocher un rendez-vous, ça montre que c'est possible d'avoir quelqu'un d'intéressé si on respecte bien les hypothèses que tu as évoquées. Bravo, il fallait que cette chronique exista dans dans la chaîne Melsion.